Welcome et bienvenue Welcome Texas. dans l'éveil et la force, épisode 11. Oh putain, saison 2. Donc nouvel épisode. Au niveau des news, on n'a toujours pas le sled. Ouais non ça c'est sûr. De toute façon voilà, ils nous ont annoncé 3 mois, ce qui me fout bien le seum parce que du coup, je sais pas si tu es abonné à CQFD Training sur Instagram, mais du coup tu peux voir un petit peu comment on s'entraîne au sled, sans sled. Voilà, c'est assez subtil, mais on fait avec. Enfin, sans, du coup. Voilà. Sinon, il n'y a pas tant de news comme ça, on est toujours aussi nul au couteau de lancer. Ah oui, c'est vrai. Mais on va en avoir des nouveaux dans pas très longtemps. Parce que du coup, le stagiaire s'est un petit peu hypé et il a acheté des couteaux de 28 cm. Ouais, c'est-à-dire que Lucas s'est trouvé une nouvelle passion pour le lancer de couteau. Voilà. Et a trouvé que les nôtres étaient trop petits. Donc du coup il a dit « Hey, on va être meilleur avec des grands couteaux. Je vais acheter des grands couteaux. » Voilà. Donc voilà. Donc 28 cm à 20 balles le couteau, il en a acheté 3. Bon, espérons qu'on soit meilleur avec, hein, parce que sinon ça fait cher l'investissement. Ouais, par contre, il faudra faire un vrai périmètre de sécurité, quoi, sinon il va y avoir des morts. Ah ouais, je pense déjà qu'avec les petits c'est dangereux. Mais voilà, toujours pas aussi doué quoi. On est nuls à chier. Ouais, on est toujours pas des tueurs. Bon, aujourd'hui on va parler de quoi mon cher ami? Alors on va te donner 3 secrets pour prendre de la masse, prendre du muscle, prendre du galbe de biceps. Ouais, du galbe de partout. C'est les 3 secrets que personne ne connaît, hein, parce que à chaque fois qu'on parle de prise de masse, j'ai l'impression que personne ne sait de quoi il parle. Et donc du coup là aujourd'hui on va te donner les 3 secrets plus un bonus à la fin, hyper important. Celui-là c'est vraiment... C'est le plus important. Ah bah c'est le plus important, c'est celui qui va apporter 80% de tes résultats. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir le conseil bonus. Sur la prise de muscle pour devenir méga stokos, méga belgos, beau gosse et afficher un physique titanesque. Et pouvoir monter sur des podiums aussi. Ouais, enfin non, ça c'est un truc un peu bizarre. Monter sur des podiums ? Ouais. Bon, si tu gagnes, c'est bon. Ouais, si tu gagnes, c'est bon. Mais sinon, c'est bizarre. Alors, pour la petite histoire, voilà. Si vous ne me connaissez pas, vous ne savez probablement pas qu'avant le CrossFit, ou du moins pour une petite période pendant le CrossFit, l'haltéro, la boxe, tout ça, j'ai eu une phase de bodybuilding. De bodybuilding. Da pump. Yes, parce qu'en fait, alors je l'ai pas fait parce que je kiffais ça. Oui, effectivement, je kiffais ça. T'aimais être en slip ? Ah, j'ai adoré. Non, c'est surtout que, en fait, quand je me suis inscrit en salle de sport, il y avait un coach qui faisait des compètes de bodybuilding. Et avec un pote, on a dit, viens, on fait ça. Sauf que moi, du coup, quand je dis viens, on fait ça, ou viens, on fait un truc, je le fais réellement. Et donc du coup, je l'ai vraiment fait. Non pas avec ce pote, hein, puisque du coup, il m'a lâchement abandonné pour la prépa, et je l'ai fait tout seul. Mais, voilà, tout seul, sans coach, en travaillant au restaurant, c'était incroyable. Tu as l'odeur des pizzas et des desserts, donc tu as l'impression qu'une glace n'a pas d'odeur. Je peux te dire, mon pote, qu'une glace, quand t'es en fin de sèche, elle a une odeur. Tu la vois passer, mon gars, t'as envie de la dégommer. Donc voilà, seul tout. Et petite période de bodybuilding. Expérience que je ne reproduirai probablement jamais, puisque ça te coupe de tous les liens sociaux, ça coupe ta vie. C'est ridicule de passer sur une scène en slip et montrer tes pecs à des mecs qui disent si t'es beau ou pas beau. Donc voilà, c'est un peu le même principe que Miss France et Mister France, encore pire. C'est ridicule, c'est des gens qui disent si t'es beau ou si t'es pas beau, mais là du coup t'es à poil et tu contractes. Donc concept assez étrange, mais discipline néanmoins très très intéressante, le bodybuilding. Et je pense que mon niveau en CrossFit et en haltéro a été largement influencé par mes débuts en muscu et en bodybuilding. Parce que quand tu commences par la muscu et le body, en fait, tu te concentres sur ta perception de ton corps dans l'espace, le ressenti de tes muscles et de ton corps. Et ce qui fait que quand tu passes sur une activité, une vraie activité sportive, hein, parce que le body, c'est pas vraiment du sport, en fait, tu as une conscience de ton corps qui est transcendée par rapport à quelqu'un qui commence de nulle part et qui n'a pas conscience de son corps. Ouais, puis en plus, en soi, ça t'amène à te construire un corps avec forcément des muscles assez conséquents.
Il suffit de rajouter après ça de la force. Bah, en général, les perfs suivent après, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, quand t'es fort et que t'as conscience de ton corps, t'as conscience de quel muscle doit bouger, à quel moment et tout ça. Quand tu te lances sur un muscle-up, c'est beaucoup plus facile. Quand tu marches sur les mains, c'est beaucoup plus facile. Enfin, la vie est beaucoup plus simple. En gros, le bodybuilding, ça t'assure un petit peu la charpente de tout ce que tu vas faire après, quoi. Si tu décides de faire d'autres sports. Ouais, et puis dans le domaine même d'un point de vue proprioceptif, tu vois, quand t'es sur un snatch, un hang snatch, mon gars, tu sais que t'es penché là comme ça sur l'avant, tu sais exactement quel muscle tu dois engager et du coup tes postures elles sont forcément mieux. Quand tu ressens tes muscles, tu sais comment les ressentir. Boum, tu sais que ta posture est carrément mieux. Alors que quelqu'un qui se met sur de l'haltéro, qui part de nulle part, déjà il sait pas comment son corps doit bouger, il sait pas comment son corps est et il sait pas ce qu'il doit ressentir, et quand tu lui dis ce qu'il faut qu'il ressente comme muscle, il sait pas quel mouvement ou quel micro-mouvement il doit faire pour pouvoir activer ses muscles. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans le crossfit et les gens qui disent ouais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire du cardio et tout pour me mettre à niveau, en vrai, déjà venez au crossfit, hein, venez chez nous, mais un des meilleurs trucs, ce serait de faire une bonne phase de renforcement d'au moins 3 mois où tu fais en gros de la muscu. Hein. Plus intelligent que de la muscu en salle. Hein. Si jamais tu veux, tu me demandes une programmation ou tu viens directement à la salle, on te fait une prog ou un truc comme ça, un coaching privé. Mais en gros, voilà, comme ça tu auras bien conscience de ton corps et tu vas tout exploser. Bon, ceci étant dit... Bah, on va continuer sur le domaine de l'entraînement du coup. Oui, exactement. Le premier point, qu'est-ce qui est le point le plus important pour prendre de la masse musculaire, sa mère? Eh ben, ça va être ton entraînement. Il va falloir que pendant ton entraînement, tu donnes à ton corps, à tes muscles, un stimulus qui soit assez conséquent pour créer derrière une adaptation. Donc, tu vas venir déchirer entre guillemets tes fibres musculaires, etc. Si l'intensité est bonne, ce qui fait que après ton corps va mettre en place des processus hormonaux, etc. pour réparer ces fibres musculaires à un niveau supérieur. Donc en soi, je sais pas, admettons tu as fait un curl biceps à 15 kg, tu as déchiré tes fibres musculaires, ton corps va recréer ces fibres, mais en te permettant de soulever plus que 15 kg au fur et à mesure. Parce que du coup, ton corps se sera renforcé au stimulus des 15 kg. Donc ça ne suffira plus au bout d'un moment. Ouais. Quand on regarde l'entraînement des bodybuilders des années 70-80, tu vois, le golden age du bodybuilding, golden era, comme on dit. Les Schwarzenegger et tout. Ouais, comment il s'appelait? Frank Zane. Frank Zane, Mike Metzer aussi. Ouais, incroyable ces gens-là. Des bons gros Allemands, des bons gros Autrichiens là. Ouais, en fait, tu regardais, leur entraînement était assez basique. Déjà, il n'y avait pas toutes les machines un peu branlettes comme on a aujourd'hui. Ils étaient pas là en mode, tu sais, forcément, contraction, machin, mes couilles, temps sous tension. Tu vois, le pire du pire, je crois, c'est le Nassim Saïli. Ok. J'ai très rarement vu regarder ces vidéos. Bah tu regardes sur Instagram parce que il y avait des vidéos sur Internet très intéressant comme coach, très intéressant, en businessman encore plus intéressant. Faut vraiment qu'on s'inspire de lui parce qu'il est costaud le monsieur et ce serait incroyable qu'on puisse l'avoir sur le podcast. Mais en gros sa pratique de l'entraînement c'est très intense, mais tu vois il est très dans le contrôle toujours de tout. Il n'y a pas une amplitude qui va, il est très carré dans ce qu'il fait, mais il va pas genre chercher à crever, tu vois. Bien qu'il fait plein de sports, tu vois, il a fait du rameur, il est devenu pas dégueulasse, il a fait un marathon et tout, c'est pas très cool, mais voilà. Il est un petit peu multisport, quoi. Ouais, un peu. Il s'est ouvert à d'autres sports. Ouais, il s'est ouvert à d'autres sports, mais surtout que, tu sais, quand tu les vois faire des curls, jamais il va aller tricher, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois les entraînements à l'ancienne, ils étaient là, l'intensité, tu sais, t'as mal pour eux. Ouais. Tu sais, ils sont là et ils vont chercher des charges incroyables. Ils vont chercher sur des exercices analytiques presque l'échec. Un truc de ouf. Et je pense que toi, tu fais un entraînement comme ça, tu finis cassé le lendemain. Ouais.
Bon, après, on n'avait pas la même pharmacie. Mais tu vois qu'à l'époque, il y avait une intensité qui était incroyable par rapport à la doctrine un peu du bodybuilding d'aujourd'hui, où c'est beaucoup plus dans le ressenti et tout, pas chercher à trop charger. Ouais, c'est ça. Mais en gros, après, l'exemple qu'on a le plus en image aujourd'hui, c'est les documentaires Pumping Iron à peu près. Yeah, buddy. Et des vidéos de Ronnie Coleman ou des trucs comme ça. Ronnie Coleman, c'était un peu après, mais... C'est un peu vénère, par contre. Ouais, c'est ça. Beaucoup trop, pour le coup. Beaucoup trop d'intensité, le corps n'a pas survécu. Il y en a beaucoup de cette époque-là qui n'ont pas survécu. Je te jure. Mais quand tu regardes les images de Pumping Iron et tout ça avec Schwarzenegger et tout, c'était grosses charges sur vraiment des grosses amplitudes. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients des muscles qu'ils avaient, des insertions, des rôles à jouer dans les muscles. Et franchement, ils prenaient toute l'amplitude qu'il y avait à prendre, quoi. Avec des charges monstrueuses. Et c'était hyper vénère. T'avais Mike Metzer aussi qui avait commencé à... C'était un peu un bodybuilder intelligent, tu vois. Il avait commencé à faire des études et tout sur la façon de s'entraîner. Il a développé son propre système, je crois. Et lui, pour lui, c'était tout le temps pratiquement l'échec, je crois. Pratiquement l'échec, des reps aidés. Ou alors, si tu as une portion du mouvement qui ne marche plus, l'excentrique, et ben tu fais le concentrique, on s'en bat les couilles. Ouais. D'ailleurs, tiens. Vraiment la mort, quoi. Débat. Ouais. On va à l'échec ou on va pas à l'échec pour la prise de muscle? Ouf. Parce que ça, c'est un peu tu sais, le débat où tout le monde donne son avis sans vraiment donner l'explication. En vrai, t'as Alexis Beck qui est en train d'en parler en ce moment. C'est un mec sur Insta qui a fait qui s'est spécialisé dans la rehab un petit peu. Ouais. Spécialisé, c'est peut-être un grand mot. Mais en gros, qui est vraiment très porté sur la rehab, genre qui a fait des formations genre poignée d'acier, épaule d'acier, machin, tout ça. Et en gros, il est en train de faire une série de posts dessus, je crois. Ah ouais. Donc j'en ai pas lu assez pour savoir, mais quoi qu'il en soit, l'entraînement à l'échec, tu peux y aller, mais pas tout le temps, je dirais en fait. Ça dépend en fait. Parfois ça va être pertinent, parfois non, je pense. Personnellement. Ouais. En fait, l'entraînement à l'échec, même si t'as pas une charge énorme, faut savoir que ça détruit le nerveux, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que fais une série de bench à 60% de ton max, mais tu vas jusqu'à l'échec musculaire. Et je suis sûr que le lendemain, tu es encore plus fracassé que si tu avais fait un 1RM. Donc, l'entraînement à l'échec, c'est sympa. Après, tu as plusieurs types d'échecs. On en reparlera. Oui. Mais l'entraînement à l'échec, c'est bien parce que dans tous les cas, si tu veux vraiment progresser, il faut te rapprocher de l'échec. Et si tu veux progresser correctement, il faut te rapprocher de l'échec. Mais d'un point de vue stratégie d'entraînement, si tu te fais de l'échec tous les jours, bah là tu vas au surentraînement et tu vas te casser, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas à faire sur tous les exercices. Surtout pas. Parce que sinon, déjà ta séance va durer 3 heures. Et ça dépend, il y en a, c'est des échecs corporels de même, tu vois. Donc, ils vont à l'échec un peu tout le temps. Déjà qu'ils se lèvent le matin, c'est un échec, tu vois. Oh, dur. Pardon, balle perdue pour tous ces échecs. Mais ouais, entraînement à l'échec, parfois pour aller chercher un petit peu plus loin, pour aller chercher dans ses limites et voir de quoi tu es capable, ça peut être pertinent à des moments, pas tout le temps, pas sur tous les exos, je dirais en fait. Des gros exos, genre développé couché ou des trucs comme ça, ça peut être pertinent, mais sur des exercices un petit peu genre curl biceps, des choses comme ça, ou du... pec deck, non. Ah ouais, des écartés. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je crois que tu parlais des butterfly pull-up. Non. Tu vas à l'échec sur des butterfly pull-up, ouais, je sais pas, t'en fais 40-50, tu meurs. Voilà. Bench, possiblement. Butterfly, peut-être pas, tu vois. Peut-être pas aussi pertinent que si c'était du gros bench, sa mère. Après, en vrai, tu vois, justement, je parlais de plusieurs types d'échecs. T'as l'échec musculaire, l'échec postural et l'échec nerveux. Nerveux, ouais, aussi, ouais. L'échec nerveux, toi tu y vas souvent sur le bench, c'est-à-dire que tu fais une rep et tu t'entames ta deuxième rep et boum, coupure. Oui. Genre là, impossible de plus. Ouais. Voilà. Là, on sait que t'as atteint ta limite nerveuse. Ouais.
Il y a des exercices sur le bench où c'est pas trop grave si t'as un spotter derrière. Ouais. Même si t'as pas de spotter, c'est pas trop grave parce que tu vas pas crever sous un bench, hein, sauf si t'as la barre au-dessus de la gorge. Là, auquel cas, Si elle arrive au niveau c'est pas des ouf. pecs, bah ça va juste travailler tes abdos pour te Ouais. relever, c'est tout. Échec nerveux sur du deadlift, on l'a déjà vu. Bon, c'est pas rigolo, hein, c'est-à-dire que tu fais ton deadlift et tu tombes. En espérant que tu Une tombes fois, sur. ouais, une fois, on avait fait un RPE 10 Ouais. sur du deadlift et je me souviens, il y a un adhérent, il était là, puis il forçait, tu sais, il était, oh, je suis pas en forme et tout. Il a explosé son PR, mais par mais contre, oui. après, il s'est écrasé, il s'est écroulé. Putain, je suis dégoûté de pas avoir été là. Putain. Je fais, oh, j'aurais dû le filmer, c'était incroyable. Mais du coup, j'étais content, je fais, ah, c'est bien ça. Ça, t'étais vraiment, tu t'es sorti les dos du cul. Le squat, vaut mieux pas y aller à l'échec nerveux parce Ouais, que sinon, là- bah, tu là, risques de si- mourir. Là, si ça coupe, ça va Bah, être vénère pour tes genoux, vénère pour ta colonne, à peu près. Pareil, et puis la colonne, c'est un peu le point de survie de tout ton corps. Donc, oula. Si tes vertèbres elles kiffent pas, il y a moyen que tu finisses comme Ronnie Coleman. Voilà. Et t'as l'échec. Attends, j'ai parlé de l'échec. Mécanique. Mécanique. Attends, j'ai parlé de quoi comme échec? Échec nerveux, Ouais. échec mécanique et échec Musculaire. Postural. postural. Oui, c'est ça, postural, nerveux et musculaire. Musculaire. Bref. L'échec postural, c'est quand ton mouvement commence à devenir dégueu. Mm. Donc, il y a des mouvements où c'est pas trop grave que ça devienne dégueu. Il y en a d'autres où vaut mieux pas que ça devienne dégueu. Genre, un squat, vaut mieux pas que ça devienne dégueu. Encore une fois, ça dépend de quel type de dégueulasse. Si t'as les genoux qui rentrent, mais le dos droit, ça va. Si sur un squat à 200, t'as le dos qui commence à s'arrondir et que c'est dégueu comme ça, c'est pas ouf. Sur du bench, si tu commences à ponter et à lever un peu le cul, Et à décoller les pieds. à décoller et les tout, pieds, et que c'est dégueulasse. en soi, ça va, tu vois. C'est pas délétère pour ton corps. Par contre, si tu commences à lever la barre avec tes épaules et tout ça, là, c'est un peu délétère. Des trucs comme ça, tu vois. Et bon, il y a des exercices sur lesquels faire du curl dégueulasse. Si t'arrives en fin de série et tu fais du curl dégueulasse, donc t'as un échec postural, mais tu continues de tricher un peu, ou alors tu changes, tu passes sur du marteau. Et là, justement, tu vas chercher l'échec musculaire, ce que je fais beaucoup moi, tous les vendredis. C'est-à-dire que on a une petite routine le vendredi, petite routine d'entraînement là, c'est qu'à chaque fin de, parce que ça fait quand même quelques années, de nombreuses années que j'ai pas fait les bras, Ouais. et ça se voit en fait. C'est que j'ai plus les bras que j'avais quand je faisais De pump. du pump et tout. Même s'ils sont toujours aussi efficaces, hein. Mais visuellement, tu vois, c'est moins cool. Donc du coup, je fais toujours les bras. Et puis en plus, je le fais avec ma chérie, donc comme ça, elle travaille les bras en spécifique, comme ça, elle peut faire des plus grosses tractions et tout. Ouais. Et donc du coup, moi, je vais clairement chercher l'échec musculaire. Donc à la fin, mes curls, ils sont dégueulasses, tu vois, genre je triche un petit peu, Ouais. pas des masses, mais je vais chercher l'échec musculaire où je peux plus monter mon coude à 90 degrés. Et en vrai, sur des exercices qui sont pas dangereux, c'est bien cool. Ouais, puis ça te permet aussi d'avoir plus de temps de travail, Ouais. des choses comme ça, donc plus de recrutement des fibres et tout. Donc c'est assez. Ça peut être bénéfique, Ouais, c'est ça. on va dire. En fait, tu peux aller chercher l'échec, mais ça dépend du but de ton exercice, du but de ta série et quel type d'exercice. C'est ça. Après, juste pour l'échec postural, en fait, ça va comment dire, de l'honnêteté de chacun Ouais. avec soi-même. Parce C'est-à-dire qu'un que- deadlift de rond, pour moi, c'est un échec postural. hein. C'est-à-dire que, bon, dans les salles, c'est pas nouveau, il y a souvent de l'ego lift, donc mettre toujours plus lourd, même si c'est dégueulasse. Ce qui fait que t'en as certains qui, pour eux, n'iront jamais à l'échec postural parce qu'ils chargent, et puis ça tient, quoi, j'ai envie de te dire. Jusqu'au jour où ils auront 75 ans. Ou pas, hein, des ou fois, pas, même ou à pas. 30 balais, elle doit y pète. Hein. Mais donc en gros, ça dépend de l'honnêteté que les gens ont avec eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Il y en a qui se montent à eux-mêmes. hein. Cet échec-là, on se le met nous personnellement, mais c'est pas commun à tout le monde. Après, il y a ce qu'on appelle la police du strict, tu vois. Si jamais tu fais un rowing où tu triches un peu avec tes hanches, justement pour mettre un peu plus lourd et stimuler un peu plus ton dos, ça dépend le but de ton exercice, ça peut être pertinent, tu vois. Et du coup, t'as toujours des gens qui font tout en strict, qui font c'est triché, c'est pas du vrai rowing. Ah là là, ta gueule. Ouais, puis après, en fait, le fait de tricher un petit peu sur ces reps, tant que c'est pas sur toutes les reps, mais qu'après ça te permet de soulever un petit peu plus lourd, cool, tu vois.
Ça veut dire que tu ramènes un stimuli qui est encore différent. Ça va te permettre de te refaire encore du muscle, et voilà quoi. Ouais, en fait, voilà, il n'y a pas de vérité sans contexte. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des mouvements pas forcément stricts. Et ça dépend du but de l'exercice. Alors, en revanche, par contre, si tu fais un squat barre basse avec le dos arrondi et que tu casses pas la parallèle, ça c'est juste des Lego lift, t'es une merde. Ouais. Et en soi, le fait d'avoir des résultats, c'est aussi lié à l'amplitude. T'as beau mettre 150 kg sur ta barre de squat, comme Quentin vient de le dire, si tu casses pas la parallèle, bah, tu vas avoir une portion de l'amplitude qui va être pas du tout exploitée, et donc du coup des muscles qui ne seront exploités que partiellement du coup. Ouais, et puis le jour où malheureusement tu arrives dans cette amplitude-là, vu que ça fait 2 ans que tu fais du squat partiel, le jour où bah, ton squat est un peu trop lourd et il t'emmène un peu plus vers le bas, il peut arriver des bricoles. Ouais, tu vas te briser ta race. Ouais, c'est ça. Et comme si tu veux un transfert, tu vois, en CrossFit, tout est une question de transfert. Si tu veux faire un transfert sur ton haltéro, faire un squat barre basse ne te sert absolument à rien. Et faire un squat partiel, encore moins. Donc, ou alors si tu es blessé, tu vois. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité sans contexte. Mais si tu es en pleine santé, le jour où tu fais un clean ou un snatch, bah, tu ne sauras pas le faire. Et te plains pas après. On t'a expliqué. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le point numéro 1 ? Ouais, j'avais un truc à rajouter, mais je m'en souviens plus. Vas-y, parle et je vais essayer de chercher. Quoi qu'il en soit, en gros, la prise de masse va être assurée dans un premier temps par l'intensité de tes trainings. L'intensité de tes trainings, ça se fait soit au niveau de nombre de répétitions, soit au niveau de la charge. Oui. Justement, niveau des répétitions, mec, combien de reps pour prendre de la masse ? Alors, à ton avis ? En général, c'est 8 à 12 reps. Alors, à l'ancienne. Alors, il y a un truc qui est sorti, une étude qui est sortie, qui montre qu'en réalité, tu n'as que 5 répétitions qui sont effectives. Ouais. Ou tes 5 répétitions, en fait, tu vas recruter le plus d'unités motrices au sein de tes muscles. Et apparemment, c'est les 5 où tu as le plus d'intensité, où tu vas recruter tes unités motrices. Sur 20 reps, on peut se dire qu'à partir de 15, ça commence à compter. Ouais. Donc, si on est feignant comme nous, on va travailler sur 5 ou 6 reps. Comme ça, t'économises du temps. Ouais, puis en plus, après, le truc, c'est que si tu comprends que le volume et l'intensité, bah, c'est des niveaux que tu adaptes, tu sais que sur 5 reps, tu vas forcément pouvoir mettre plus lourd que si tu faisais du 8 ou du 12 reps. Forcément. Donc, en fait, bah, la série, la répétition, le nombre de répétitions que tu vas pas faire parce que tu fais que 5 répétitions, bah en fait ça va être contrebalancé par le fait que tu portes tout simplement plus lourd. Et du coup t'es plus fort, c'est plus cool. Oui, parce qu'en vrai, avoir des gros muscles c'est bien, mais être fort c'est mieux. Ah bah ouais. Et d'ailleurs là, en ce moment là, bah, toi tu peux pas actuellement refaire parce que tu te prépares pour l'Aerox. Mais moi de mon côté, bah, je suis en train de refaire un petit peu de force. On est resté à peu près un mois et demi sur du 5x5 au bench, 5x5 au squat, des choses comme ça. Donc là je repars sur du 5x3 et ça pique sa mère. Ah c'est dur. Mais voilà, en soi je sais que, étant donné que le nombre de répétitions effectives est aux alentours de 5, bah, je sais que j'en fasse 5 ou 3, je sais que ça va tabasser de ouf. Tout en portant plus lourd du coup, vu que je fais du 3 reps. C'est ça. Après ça dépend de ton exercice, tu vois. Oui. Moi ça me ferait chier de faire du 3 reps sur du bench. En vrai c'est pas mal. Moi aussi ça me faisait chier quand j'ai fait ça mardi ou mercredi. Mais après avec la dégressive sur la dernière, là tu te rends compte que c'est putain de pas mal. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec la prépa de l'Aerox et tout, où je fais beaucoup de conditioning. Ouais, puis toi, t'es plutôt sur de l'endurance, quoi, sur des longues reps. Ouais, en ce moment. Et puis surtout que, en vrai, je pense pas forcément qu'il y a un principe d'interférence qui se crée dans l'entraînement. Je pense surtout que c'est aussi dû au stress et à ma façon de gérer le stress qui est absolument ridicule.
Et du coup, un sommeil qui est absolument ridicule. Et donc, du coup, voilà, toute cette accumulation de fatigue qui fait que je perds énormément de force. Ou, sur certains moves, je maintiens à peu près, mais franchement, ça me déglingue. Ouais. C'est-à-dire qu'hier, j'ai fait 3 reps à 170 au deadlift. Ça fait 4 mois que je suis à 170, tu vois. Et encore, 170, il y a 6 mois, je faisais 175, 5 reps. Et des fois, quand je suis bien en forme et que j'ai dormi pas trop mal, je tape 175, 5 reps, tu vois. Mais c'est très rare. C'est très rare, quoi. C'est comme au bench, où là, pour faire 6 reps à 100, ouah, ça me demande de l'énergie, ça me déglingue. Alors qu'il y a 6 mois, je faisais 5 reps à 110, tu vois, où j'ai perdu 10 kilos. Mais bon, voilà. Après l'Aerox, je vais me faire une bonne phase avec pas trop de cardio. Ouais, bonne prise de force. Essayer de me refaire un plan où je reprends de la masse sa mère. Avec le Big Five. Pour reprendre aussi l'haltéro, parce que j'ai encore plus délaissé le truc. C'est-à-dire qu'en gym, j'ai pas trop perdu, mais en haltéro, mec, je pense que ça me fait peur. Ah ouais? Ah ouais. Donc bien reprendre l'haltéro, bien reprendre de la force et reprendre de la masse à balle. Moi, là, j'aimerais bien arriver à 76 kilos. Avec le même pourcentage de body fat. Ok. Peut-être un peu plus, tu vois. Tu le connais un petit peu, ton body fat ou... Non. Non, mais visuellement, tu vois. Ouais. Visuellement, toujours avoir des veines un peu partout sur les épaules et toujours avoir le six-pack. Et voilà, 76 kilos serait cool. De dépasser la barre des 75 kilos pour 1m70, c'est bien, je pense. Ouais, c'est bien, ouais. Ça me donnerait une autre carrure, tu vois. On n'est pas fan du 10 kilos en dessous de la taille. En général, ça, c'est pour les gens sédentaires. Ouais, même pour les femmes, tu vois, pas trop fan. C'est ça. Quand on est sportif, il faut mieux être un petit peu au-dessus de sa taille, quoi. Ouais. Et puis, de toute façon, plus on est musclé, mieux c'est. Ouais. Enfin, à des limites. Hein. C'est-à-dire que ce matin, justement, j'ai vu une story d'un pote à moi qui fait du body. Ouais. Et il partage. Chris Bumstead, c'est genre son c'est héros, son- tu ouais, vois. c'est Ouais, s'il pouvait lui sucer la bite, il le pourrait, je pense. Et du coup, il y a une photo de lui avec Christian Guzman. Ok. Je sais pas si tu vois. Non. Le mec qui a Alphalite, la marque de SAP. Je vois Alphalite, ouais. Mais Et bah, ce mec-là, moi, ça fait des années et des années que je le suis. J'ai quelques t-shirts Alphalite. Et franchement, très très bien. Et au niveau business, ce mec-là, c'est un king. Et il faisait beaucoup de body, mais en mode men's physique. Donc il a toujours eu un visage assez fin, machin et tout. Et là, mec, sur la photo, genre, il est comme ça. Et genre, tu le vois, le gars, il peut pas tourner la tête. Genre, il est trop fatos, tu vois. il y a Sa tête, elle est ronde, mon gars. Il y a son cou qui est inséré dans ses épaules, dans ses trapèzes. Donc là, tu vois, il a pris de la masse, mais tu peux lui demander de rien faire. Ouais. Genre, il est pas sportif, ça se voit, tu vois. Enfin, il est pas athlétique. C'est-à-dire qu'il court 200 mètres, il peut pas, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et puis tu vois, même ça transpire pas la santé. Son visage, il est gros, il est rond et tout. Et tu fais, waouh, ça craint quand même. Alors oui, effectivement, il est ultra massif. Et quand tu le vois, tu te dis, waouh, il est stokos lui, mais. Il y a une limite. Ouais, c'est ça. Donc je pense que en vrai, si moi j'arrive genre vers les 76 kilos, avec ce pourcentage de body fat et sans perdre mes capacités athlétiques, je pense qu'en compète de CrossFit, ça peut être pas mal l'année prochaine, tu vois. Ouais, puis surtout que tu vas pouvoir porter plus lourd, quoi. Ah ouais, et puis je vais moins subir, tu vois. Genre là, la dernière compète qu'on a fait, j'ai perdu trop de poids par rapport à avant et ça se ressent sur les barres. Même si, je veux pas dire, le WOD Altero, on a un peu dégommé tout le monde, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. On aurait pu dégommer plus de monde que ça. Bref, franchement, là ça fait presque une demi-heure qu'on est sur le sujet 1, on va passer sur le point numéro 2. Qui est du coup la récupération. Tu te pètes la gueule à la salle, c'est très bien, mais derrière, le plus important, c'est la récupération. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui mettent l'alimentation en point numéro 2, voire en point numéro 1, genre les abdos se font dans la cuisine. Non, c'est faux. Le plus important après l'intensité de training, c'est vraiment la récupération et le management du stress. On en parle H24. Ouais. Donc, du coup, comme vous le savez, nous sommes des gens stressés. Ouais, comme dirait Noir Désir, je suis un homme pressé. Voilà. Le stress est mon quotidien. Voilà. Donc en gros, le stress, on en parle dans je sais plus quel podcast. De toute façon, écoutez-les tous, ils sont super. Le stress, ça peut être
à cause du travail, à cause de la famille, à cause de l'entraînement, etc. Donc le corps va faire en sorte de gérer un petit peu tout ça avec des hormones, des trucs comme ça. Sauf que si on a du mal à gérer ce stress, les hormones les hormones qui agissent contre le stress deviennent néfastes et du coup ça peut complètement niquer ta prise de masse, ou du moins elle va pas être aussi propre que tu veux. Tu vas stocker du gras, tu vas mal dormir, donc hormones de croissance déglinguées au sol, testostérone nul à chier, parce que la testostérone quand tu dors bien c'est génial, quand tu dors mal c'est nul. Ouais, c'est ça. Et en fait, on l'a déjà expliqué plein de fois dans les podcasts, mais le sommeil et la récupération, parce que les gens, quand ils parlent de récupération, ils pensent cryothérapie, massage, pressothérapie. Mais le premier truc, c'est vraiment la récup, le sommeil, le repos, le dodo, qui est une vraie phase de parasympathique pour contrebalancer la grosse phase de sympathique. Ça, c'est votre état nerveux, on en a déjà parlé dans plein de podcasts. Hyper important. Donc, pour avoir un bon sommeil, il faut vraiment apprendre à manager le stress. Et je pense que je vais me former là-dessus, puisque déjà, pour moi, parce que quand tu n'arrives pas à manager ton stress, ton sommeil est nul. Si ton sommeil est nul, tu as un dérèglement hormonal qui se fait. Le management du stress, déjà de base, va te dérégler niveau cortisol. Cortisol, c'est cool, ça permet de te lever, ça permet d'être actif, ça permet d'être hyper actif. Mais à certains moments, tu vois. C'est-à-dire que si tu as un gros pic de cortisol parce que tu as un projet quelconque à mener, tu as une salle à ouvrir, tu as une salle à gérer, tu as un Black Friday à préparer, tu as tout un tas de trucs comme ça. Oh, d'ailleurs, nous, on va préparer le Black Friday là. Ouais. Oui, on a encore un petit peu de temps, mais on est en train de préparer le Black Friday. Donc, si jamais, déjà, je pense qu'on va en faire un pour le QG et je vais en faire un aussi pour CQFD Training. Comme ça, il y aura un double pack. Si vous êtes adhérent au QG, que vous voulez adhérer au QG, que vous n'êtes pas dans la région, vous pourrez quand même profiter de la putain de programmation et du coaching numéro 1 parce que sincèrement, il n'y a pas mieux. Pour beaucoup moins cher que toute l'année. Donc ça c'est la petite parenthèse, mais en gros c'est un stress qui est rajouté et ça tu vois, si c'est ponctuel dans l'année ou dans le mois ça passe, mais si tu as un pic de cortisol tous les jours comme nous, et tu dérègles un petit peu tout, et si tout est déréglé, déjà tu as moins de force, moins de patates pendant les entraînements, moins de niaque, en gros tu progresseras moins bien, et si tu as trop de cortisol, tu prends du fat mon gars sur le ventre. Donc pendant une prise de masse, tu prends un peu de gras légèrement, mais le but c'est d'en prendre le moins possible, et si tu en prends beaucoup, c'est moins rigolo, tu vois. Tu te transformes plutôt en Michelin que en Popeye. En Popeye, voilà. Mais voilà, en fait, la gestion du stress est primordiale pour un petit peu tout. Et il y a un truc dont on parle pas souvent pour la gestion du stress. C'est le F. Le F. C'est le F. La baise. En vrai, je l'ai mis entre parenthèses et c'est assez. On n'y pense pas souvent. On n'y pense pas souvent. Mais ça rejoint un petit peu le lot des activités, on va dire, primitives. On va dire ce que nos ancêtres faisaient il y a belle lurette. C'est-à-dire. Ce qui fait qu'on est là. Oui, c'est-à-dire chasser, couper du bois, se battre et se reproduire. Exactement. Il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur le fait que lorsqu'on faisait cette activité-là, c'est l'une de ces activités-là, le taux de testostérone du coup augmentait pendant qu'on faisait c'est une des activités. Où est-ce qu'on va aller là? Oh là là. Donc voilà, et ça c'est super pour la prise de masse un petit peu là. Ouais. Le muscle. Ouais, parce qu'on diabolise. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, quand j'étais, quand je faisais de la muscu, du body, de la force et tout ça, j'avais beaucoup de potes qui voulaient
pas baiser de peur de plus avoir de testostérone. Et pareil, avant une compétition, fallait pas faire l'amour et machin et tout ça. Et tu sais, c'est très connu. Hein. C'est ça. Déjà, c'est chiant, hein, on va pas se mentir. Franchement, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux et j'en ai rien à foutre de la compétition. Mais du coup, en vrai, et une fois, il y a un athlète qui en a parlé, justement, et il disait, oh moi, la veille d'une compétition, je m'en bats les couilles, c'est pas ça qui change mes performances. Et j'étais là en mode, ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est pas parce que tu jouis de plaisir charnel la veille d'une compète que ça va te transformer en Superman. Ça dépend après si tu fais ça genre à 2h du matin, c'est plus le manque de sommeil qui va te niquer ta performance que l'acte en lui-même. Parce que justement, il y a un renouvellement hormonal qui se fait derrière. Et quand tu fais, comme ce que tu expliquais tout à l'heure, quand tu fais une activité comme ça, et bah tu auras plus de testostérone par la suite. Tu vois, tu développes un peu ta testostérone. Et moi, je pense qu'il y a un lien de corrélation entre un homme qui fait souvent l'amour et son taux de testostérone et un homme qui baisse pas et qui fait rien, tu vois. Donc justement, je pense que les hommes qui font l'amour ont un plus gros taux de testostérone que ceux qui font rien. Et ça se voit à leur gueule, tu vois. Non, en vrai, un mec on se revient cru, qui baisse pas, tu vois à sa gueule qu'il a une vie de merde, tu vois. Ouais, puis en fait, tu sais, il est un peu soumis et tout. Puis il y a un peu, comment dire, il y a un peu tout un état d'esprit qui se fait autour de ça, c'est-à-dire qu'en fait, t'as plus confiance en toi déjà à côté. Donc voilà, t'as une meilleure vision de toi-même. Donc en fait, tout ça, ça flatte un petit peu l'ego. On va pas se mentir. Oh, clairement, oui. Et donc du coup, bah forcément, tout va mieux. Déjà, tu kiffes t'entraîner, tu kiffes prendre soin de toi, tout ça. Donc en fait, c'est un petit peu un cercle vertueux, en gros. Moralité, faites l'amour. Pas la guerre. Pas la guerre. Voilà. Et en plus, du coup, le fait de faire ça, ça va aussi baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress, et enclencher aussi tout ce qui est sérotonine et tout. Et donc là, tu as le gros lot gagnant des hormones good vibes. Donc là, ton muscle, il kiffe. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si c'est une étude, je me souviens plus de ce que j'ai vu, mais c'est connu, quand t'as un orgasme avant de t'endormir, tu t'endors mieux. Ouais. En vrai. Donc voilà, si vous voulez augmenter votre taux de sérotonine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, pareil, le sexe solo, je pense pas que ça compte. Non. C'est pas pareil. Je crois justement que t'as une diminution du coup de la testo à ce moment-là, je crois. Ouais, tu te sens un peu comme une merde en fait. Oui. Mais en fait, ça fait tout l'effet inverse. Ouais. Puis c'est pas terrible, tu vois. C'est pas ouf. Après, t'es là comme un con. Avec ta bite dans la main, là. Voilà, c'est ça. Puis, voilà, quoi. Ça dure 5 minutes et puis terminé. Ouais, et tu sais, tu te dis, bon. Ouais, j'ai 15 ans. Pourquoi je fais ça? Oui. Ouais, et ça, c'est dur. Ouais. Bref. Du coup, récupération, hormones, gère ton stress. On t'a donné plein d'astuces. Voilà, c'est ça. C'est basique, hein, mais ça marche. Voilà. On va passer sur le troisième point, qui est du coup l'alimentation. Là, on va passer. Voilà. On en a déjà parlé plein de fois. Donc là, on va te donner des astuces pratico-pratiques, du concret, du fructuel et du quantitatif. Qualitatif. Ouais. Bref. Les deux. Alors, alimentation, on va parler que des calories et des macronutriments, la qualité de l'alimentation et tous ces trucs-là, on en a déjà parlé dans plein de podcasts différents. Donc, mange clean, des produits bruts. Si tu manges des produits transformés, c'est des perturbateurs endocriniens, tu vas crever. Du diabète ou alors de manque de testostérone, perturbateurs endocriniens, tu auras des petites couilles et des petits ovaires. C'est ça. Donc voilà, mange. C'est vraiment de la merde. Ouais, mange sainement des bons produits. Si tu peux, tu les cultives toi-même. D'un point de vue quantitatif, il est recommandé d'avoir à peu près 1,6 g par kilo de poids de corps en protéines. Sauf si tu es obèse.
frontière. Tu vois. Bref, en protéines, il y avait une époque où les gens mangeaient entre 2 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps, mais ça c'est inutile. Et étant donné que le coût des protéines est de plus en plus cher, ne pas dépasser 1,6 1,8 grammes par kilo de poids de corps, c'est largement suffisant. Et les gens, ils se concentrent beaucoup trop sur leur taux de protéines et pas assez sur les 2 points précédents, récupération et intensité. Donc, attends, 1,6, là je vais calculer à peu près pour un homme qui fait 75 kilos. Toi, par exemple, pour faire 76 kilos, là, tu vas devoir aller manger. Je vais devoir manger à peu près 120 grammes de protéines. Par jour. Ouais, par jour. Donc, ce qui est dur à atteindre. Alors, 120 grammes, c'est pas 120 grammes de poulet. Oui, c'est les protéines, l'enchaînement d'acides aminés. Voilà. Donc, en fait, quand vous regardez votre table de je sais pas quoi, là, derrière votre truc de poulet. Alors, ça s'appelle le truc. Oh merde. Un tableau énergétique ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Oh putain, on est trop con. Je sais plus. Enfin, là où il y a marqué matière grasse, matière machin pour 100 grammes, un tel. Donc en fait, le grammage de protéines là, vous allez devoir en avoir 120, mais de protéines seules. Ok, donc. Attends, je calcule vite fait. Okay. C'est-à-dire que protéines seules. Donc là, t'expliques, en gros, pour 100 grammes de poulet, c'est à peu près 20 grammes de protéines. Voilà, c'est ça, en gros. Et donc, pour arriver à 120 grammes de protéines, il te faudrait 600 grammes de poulet. Voilà. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, tu vas devoir aussi varier tes sources de protéines. Parce que sinon, rien que les protéines, ça va faire capoter ta paye. Disons. Alors, faut varier un petit peu les protéines pour avoir le plus d'acides aminés possible. À savoir que l'aliment de base, qui est le mieux pour les protéines, c'est les œufs. Ouais. C'est celui qui est le plus complet en acides aminés. Et donc du coup, le score amino, je sais plus quoi. L'aminogramme. Donc celui en gros qui référence un peu la qualité en protéines d'un aliment est basé sur les œufs. L'œuf, exactement. Donc voilà. Pas besoin de dépasser 1,6 g de kilo par kilo de poids de corps. Ouais, par kilo de poids de corps, putain, c'est dur. Mais parce que voilà, trop. Ça t'apporte rien. Ça servira à rien, puis en fait, après, le rôle le rôle des reins, tout ça, il désaminerait un petit peu tout ça et ça finirait dans les chiottes en fait. Ouais, donc, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, d'un point de vue des lipides. À peu près 1,2 g par kilo de poids de corps. Exactement, donc ça peut se trouver dans les huiles, les oléagineux, les trucs comme ça. Ouais, le beurre. Voilà, c'est ça. Le gras de la viande, parce qu'on a tendance à discriminer un peu le gras animal. Ouais. Donc les jaunes d'œufs, le beurre, le fromage, tout ce qui vient en gros de l'animal. Mais faut savoir qu'il y a quand même des vitamines et des minéraux qui sont essentiels dans ces acides gras-là. C'est pour ça que avant, moi, je mangeais que du blanc de poulet, de la viande à 5%. Ouais. Et c'est un peu ancré, tu vois, mais je me force du coup à manger des cuisses de poulet, des trucs comme ça, qui contient du collagène, beaucoup plus que de la viande maigre, qui contient beaucoup de vitamine A, beaucoup de vitamine K, donc les vitamines liposolubles. Donc des vitamines qui se dégradent, enfin qui servent, qui ont un effet uniquement s'il y a des lipides avec eux. Ouais, exactement. En fait. Donc t'as beaucoup de ces vitamines-là dans les graisses animales qui sont pas négligées, sauf du coup si t'es végétarien. Auquel cas tu n'en auras pas. Je suis même dans ce cas-là, enfin c'est comme les protéines, il faut varier les sources. Les apports, les sources. Ouais. C'est-à-dire que ça c'est trop compliqué, on peut pas approfondir le sujet là aujourd'hui parce que sinon le podcast va être énormissime, mais on en parlera plus tard de comment prendre de la masse quand on est végétarien. Ce qui est possible. Donc pourquoi 1,2 g? Parce qu'on a souvent entendu que 1 g par kilo de poids de corps c'était largement suffisant en lipides. Non, ça ne l'est pas. Par exemple, c'est-à-dire que moi je devrais manger à peu près 75 grammes de lipides. C'est pas assez pour soutenir l'activité hormonale et tout ça. Et en plus, c'est l'aliment le plus calorique, enfin le macronutriment le plus calorique. Donc si tu te coupes de lipides en prise de masse, tu te coupes de calories essentielles qui vont être grandement utiles.
Puis aussi, du coup, on a touché 2 mots avec les hormones. Les hormones, du coup, dépendent des lipides. Ouais, énormément. Énormément d'hormones dépendent des lipides. Donc en fait, supprimer les lipides, ça n'assurerait pas un bon fonctionnement hormonal, d'autant plus chez les femmes. Chez les femmes, c'est très important. Tout à fait. Ah bah oui, parce que d'autant plus chez les femmes, parce que tu as le cycle qui n'est pas le même, donc la variation d'hormones qui n'est pas la même. Déjà que chez l'homme, elle n'est pas la même tous les jours. Tout le monde dit, moi ça me faisait rire, c'était ma mère qui disait, ouais, les hommes ils ont qu'une hormone, alors que les femmes elles en ont plein. Ah putain, arrête, c'est pas vrai. Mais voilà, il y a une variation d'hormones chez les hommes, au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de l'activité que tu fais, de machin, des trucs, de ton sommeil, tout ça. Et chez les femmes, c'est encore pire, parce que tu as la même variation en fonction de tout ce qu'elles font, les mêmes paramètres, mais en plus, tous les mois, il y a le cycle menstruel qui fait que les taux hormonaux sont complètement changés. Et là, c'est individu dépendant, donc des taux d'oestrogène qui seront potentiellement plus hauts pendant les règles, des taux de testostérone potentiellement plus hauts chez certaines personnes, ouais, chez certaines, j'allais dire certaines autres, mais chez d'autres, putain, je suis trop con. Donc voilà. C'est individu dépendant, mais à savoir que le cycle menstruel ne facilite grandement pas la chose chez la femme, et c'est vraiment à prendre en compte. Sachant qu'effectivement, l'alimentation, donc glucides et lipides, ont un rôle monumental sur la production d'hormones chez les femmes et leur cycle menstruel. Et quand on est en sous-alimentation au niveau des glucides et des lipides, les femmes peuvent perdre leur cycle. Et si elles perdent leur cycle, c'est grave. Là, c'est la merde. C'est la merde, c'est très grave, parce que si elles ont un cycle, c'est qu'il y a une bonne raison, et que c'est fait exprès. Mais sinon c'est très grave, tu vois. Ouais, j'ai rien à rajouter. Donc, et les glucides ont aussi un rôle énorme à jouer, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait de la diète cétogène, donc avec beaucoup de graisse et zéro glucides, qui ont eu d'énormes problèmes et des pertes de cycle. Aussi, donc, à partir du moment où tu te coupes d'un des substrats énergétiques, tu sais qu'il va forcément y avoir des répercussions. Des répercussions et forcément un changement au niveau du fonctionnement du corps, quoi, parce que le corps n'aime pas trop quand ça manque, quand il y a quelque chose qui manque. Donc voilà, il va forcément trouver des moyens, quitte à se détruire lui-même. Donc là, ça pue la merde. C'est pas ouf. Ensuite, et pour finir, on va parler des glucides. Des glucides. Le meilleur. Le riz, les pâtes, les pommes de terre. Les bananes. Les bananes, les pommes, les poires, tout. Oh putain, oui. Donc, pizza, juste la croûte. Juste la croûte. Qui me donne la chiasse, parce que c'est du gluten en concentré. Pur Gluten. Après, une pizza, mec, il n'y a pas pire. Exactement. Donc les glucides, du coup, ça va constituer le reste de l'apport. Une fois que tu auras calculé tes protéines et tes lipides, et tout le reste, ça sera des glucides, tout simplement. Les glucides, en fait, quand tu les ingères, non, tu les métabolises en glucose. Et le glucose, c'est la première source d'énergie de ton corps. Ça te sert pour le cerveau, pour les muscles et pour tout ton système, tout le fonctionnement des organes. Ouais, tout à fait. Donc, tu vas comprendre que si tu n'as pas de glucose ou pas suffisamment de glucose, tu n'as pas d'énergie pour ton entraînement. Donc, même en sèche, il faut que tu aies des glucides, mais encore plus pour ton cerveau. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des bodybuilders, on n'a pas que ça à foutre de notre journée. Et donc, du coup, si tu te coupes de glucides, tu pourras pas effectuer tes tâches d'être humain, donc savoir travailler, te reproduire, je sais pas pourquoi c'est mon deuxième qui est pensé, s'occuper de tes enfants, t'occuper de ton business, t'occuper de tout un tas de trucs, voilà. Si tu te coupes de glucides, ton cerveau ne fonctionnera pas et tu serviras à rien. Ouais, ça en plus c'est vrai, parce que du coup toutes les hormones qui font que tu es productif dans ta journée vont chuter, donc tu ne vas vraiment être plus bon à rien. Ouais, c'est ça. Tu n'auras plus de motivation, plus d'envie, plus d'énergie, plus rien, quoi. Donc 50 à 60% de glucides. Les gens en prise de masse se concentrent beaucoup trop sur les protéines et oublient complètement le rôle 1 des lipides pour la santé, pour les hormones, tout ça, et des glucides pour l'énergie. Parce que si tu n'as pas d'énergie pour te donner à fond,
tu vas comprendre que du coup, bah, tu vas pas pouvoir te donner à fond et ça, c'est ridicule. Ça va se répercuter sur tes trainings. Donc en Ouais. fait, tu te tires une balle dans le pied. Surtout que là, c'est la période où tu peux manger un peu plus, parce qu'en prise de masse, il faut manger plus. Donc voilà, fais-toi plaisir sur les glucides, mais des bons glucides, bien sûr, et Voilà, tout ira bien. Pas des bonbons et du coca. D'accord. Ah, les bonbons, c'est de la merde, le coca, c'est de la merde. Mais en fait, ouais, le but de la prise de masse, en gros, ça va être de faciliter au plus l'anabolisme, en fait. Donc le fait de prendre de la masse musculaire, etc., contrairement au catabolisme, du coup, qui est du coup la destruction des cellules, etc., quoi, Tout à fait. pour donner de l'énergie à ton corps. Exactement. Glucides, on n'a pas le droit le soir. Si. C'est un peu comme, bah tiens, je voulais en parler. Il y a deux gros mythes qui sont très très résistants maintenant de nos jours, c'est l'œuf et les glucides le soir. Ah, l'œuf, genre pas le droit au jaune d'œuf. Ouais, l'œuf ça donne du cholestérol, machin, tu prends que du blanc, Mais- etc., etc. D'accord. Encore en 2023 Oui, Waouh, c'est dingue. Et les glucides aussi encore en 2023 aussi. Waouh. en 2020. Et pour ça, on a fait quelques posts et quelques podcasts là-dessus. Waouh. Euh, Éveillez le monde, partagez le podcast. c'est un ordre. Gotham est à moi. Gotham est à moi. Oui, parce que du coup, les glucides le soir vont avoir un rôle à jouer sur, du coup, sur les hormones type sérotonine, etc. Donc, les hormones qui vont favoriser, du coup, l'endormissement. Ouais. L'endormissement et aussi le fait que tu ne te réveilles pas la nuit, parce que comme ça, tu n'auras pas le ventre vide, déjà, de base. Oh ouais, c'est quand même une sensation vachement horrible de te lever la nuit parce que t'as la dalle. Ouais. Ça arrive. Surtout quand tu as une conscience et que tu te dis non. Parce que sinon, je sais comment ça va finir, je vais manger du chocolat et du beurre de cacahuète. Et ça va être très mauvais. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon, mais pas à 4h du matin. Ouais, surtout que du coup, tu te lèves le matin et tu peux pas prendre ton petit-déj. Mm. Oh d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le groupe Facebook privé CQFD Training, dommage pour vous. J'ai fait un post, une vidéo longue en gros. Ce groupe Facebook, ça a pour but en gros de donner tout le contenu un peu plus spécifique qu'on donne pas ailleurs. Et là, je parlais justement du petit-déj. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le meilleur repas de la journée? Est-ce qu'on n'en a pas besoin, etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, vous n'aurez donc pas cette information. Si vous y êtes dedans, qu'en avez-vous pensé? Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, voilà, pas manger de glucides le soir, pas de sérotonine, sommeil de merde, fringale au milieu de la nuit. En gros, déjà, comme Quentin l'a dit, tu vas pas forcément avoir d'énergie si tu te prives. Des choses comme ça, entraînement de chiottes et ta prise de masse nulle à chier, en plus de prendre juste de la graisse. Ouais, c'est ça. Et puis si t'as pas d'énergie, tes hormones se cassent la gueule. Si tes hormones se cassent la gueule, t'as pas envie de faire l'amour. Si t'as pas envie de faire l'amour, c'est pourri, ton couple se sépare, boum, tout ça parce que tu voulais pas manger de glucides après 18h. Exactement. Donc en gros, t'es en train de pourrir ta vie. Vive les glucides. Vive les glucides, manger des pâtes et du riz. Donc voilà, ça doit composer en gros tout le reste de ton bol énergétique, va-t-on dire, sur ta journée, ton apport énergétique total de la journée, si je rappelle mes cours. Voilà, c'est entre 50 et 60% de tout ton apport calorique. Dans la journée. Ouais, exactement. Ben voilà, Voilà. c'est tout. Les œufs, manger blanc et jaune. Ouais, je pense que le jaune c'est quand même le meilleur. Ouais, c'est coulant et tout. Manger les deux, parce que les deux se complètent, d'accord? Il y a tout ce qu'il faut pour créer un être humain. C'est un peu comme si, si t'enlèves le jaune du blanc, c'est un peu un demi-humain, tu vois. Il n'y a que les jambes ou le tronc. C'est pourri quoi. Ça dépend, c'est chiant, ça sert à rien, en plus ça aggrave le trou de la sécu. C'est qui qu'on paye. Ça c'est un autre sujet. Et on va passer sur le point bonus, le quatrième, le dernier. Voilà, abonne-toi. Exactement. Si tu veux être sûr de prendre de la masse musculaire, il faut que tu sois abonné déjà à l'éveil et la force et que tu sois abonné à nos réseaux sociaux. Donc CrossFit Q2G et CQFD Training. Hyper important, c'est là où on donne toutes les astuces, tout ce qu'on pourrait faire payer en formation des milliers d'euros pour ta santé, parce que on sait tout. Non, non, tout ce qu'on pourrait faire payer des milliers d'euros pour te former absolument à tout, là on te donne absolument tout gratos. Si tu es dans le groupe Facebook, si tu es abonné à nos comptes Instagram, si tu suis tous les podcasts et si tu es abonné à la chaîne YouTube qui sera plus tard créé,
Et bah en gros tu pourras te former gratos sur absolument tout. Donc c'est hyper important pour ta prise de masse que tu sois abonné et que tu partages, ça c'est vraiment pour être plus fort. Et puis en plus, il paraîtrait, écoutez bien, que chaque personne qui s'abonne gagne 5 kilos de muscles. C'est vrai? C'est vrai. Putain, je vais m'abonner moi. C'est prouvé. Je me suis abonné, je suis passé de 75 à 80 kilos. C'est faux, j'en fais 68. La crevette. Putain. Bah abonne-toi. Ouais. Voilà, si tu veux être plus fort, c'est prouvé scientifiquement par une étude qui a été menée en 2018 par Michelin Helsman, que si tu partages le podcast en story que tu nous identifies, et bah t'es plus fort. Et qui dit plus fort, forcément, dit plus de charge sur tes entraînements et plus de charge, plus gros stimuli, donc tu prends forcément de la masse. C'est QFD. Bah c'est QFD, hein. Bah ouais. Voilà, hein. On en revient toujours à la même chose. Hein. Toujours. Bref, tu l'auras compris, on arrive sur la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié et que tu as appliqué tous les conseils. Si tu as des idées pour les prochains podcasts, n'hésite pas à nous les faire savoir. Voilà, partage. Bisous. Ouais, bisous.